Amilcar de Trauqueseg, épisode 5, une Amilcar C4 chez Ombel. L'atmosphère s'est tendue dans le bureau de la station Barca, où Amilcar n'a pas l'intention de laisser un inconnu, même tombé d'un aéroplane, saccager ce rare moment d'intimité familiale qu'il a avec son fils. C'est l'évocation par celui qu'il a surnommé Mermoz de la présence d'une Amilcar C4 dans le fossé qui fait tout basculer. Amilcar, reprenant la parole d'une voix blanche, comme s'il cherchait ses mots après un étourdissement, s'approche de l'inconnu. « Vous avez dit une Amilcar C4. Vous avez mis dans le fossé une C4. » L'inconnu, constatant ce changement brutal de ton de la part du garagiste, qui jusqu'ici l'avait si mal accueilli, se met à espérer, mais reste sur ses gardes. Laconique, il répond « Oui. Une Amilcar C4 de 1926. » Pasteur, Berlioz ou Clémenceau, entrant dans le bureau, n'auraient pas produit plus d'effet sur Amilcar que ce qu'il venait d'entendre. Une Amilcar C4 de 1926, la première voiture de mon père. En quelques secondes, l'excitation succède à la surprise. Amilcar file détacher une petite photo fanée affichée derrière le bureau et me prend en témoin. « Archie, admire ton grand-père et son Amilcar, summum de l'élégance française. C'est incroyable. C'est un miracle que monsieur soit tombé sur nous. » Surveillant Mermoz du coin de l'œil, je n'ai pas l'impression d'avoir en face de moi un miraculé. Ce dernier tente plutôt de comprendre les raisons du changement de comportement du garagiste qui se lance dans un numéro de charme en bleu de chauffe dont lui seul a le secret. Amilcar. Je suis content d'accueillir chez moi un ami et un homme de goût. Je me présente, Amilcar Barca, chercheur en Crétignon, comme vous l'avez compris, et pour subsister garagiste à Trauqueseg. Le visiteur semble apprécier ce changement de registre et la présentation loufoque d'Amilcar. L'atmosphère étant devenue plus légère, il enlève enfin son casque et d'un mouvement nerveux libère sa chevelure blonde, tout en éclatant de rire en voyant nos têtes. Imaginez notre surprise. Consciente de l'effet produit, elle nous regarde et se présente. Isaure Guingois, encore à la recherche d'un peu d'assistance pour me sortir d'un modeste fossé et poursuivre ma route. Alors que nous tentons de reprendre contenance, Isaure met ses lunettes dans son casque qu'elle pose sur le comptoir. Elle déboutonne légèrement son col et d'une main preste se recoiffe. La chenille d'un geste est devenue papillon. Fallait-il que nous ayons été absorbés à ce point par nos retrouvailles pour ne pas nous rendre compte que Mermoz était une femme? En quelques secondes, Amilcar a perdu de sa superbe, mais pas ses moyens. Il brûle maintenant du désir de voler au secours de cette fameuse C4 et d'assouvir une curiosité nourrie d'années de nostalgie. Voulant faire oublier sa goujaterie et peut-être une part de responsabilité dans cette sortie de route, il va tout mettre en œuvre pour apporter les premiers soins à cette voiture de collection. Le général Amilcar prend donc la direction des opérations. Archie va chercher les clés du fourgon. Je cours au garage, récupère les clés de la dépanneuse, puis reviens au bureau. Pour que vous ne fantasmiez pas trop vite, je dois préciser que l'écart d'âge entre nous me semblait considérable à cette période. J'étais très jeune, et à ce moment-là, je n'ai qu'une préoccupation. Comme Amilcar, je suis curieux de pouvoir admirer la même voiture que celle de mon grand-père et la tirer d'un mauvais pas. Quand j'entre dans le bureau avec les clés du cube, vous savez, ces fourgons Citroën en tôle ondulée, ainsi surnommés pour la sobriété de leur forme, Amilcar et Isaure sont en train de retracer avec passion l'histoire de l'aventure du constructeur automobile Amilcar, tout en rassemblant quelques outils destinés à la manipulation de cette mécanique fragile. Quelques minutes plus tard, nous embarquons dans la dépanneuse, où Isaure, installée entre nous, demande à Amilcar « Votre prénom m'intrigue. Comment a-t-il été choisi ?» Plus impatient qu'Isaure d'entendre la réponse, je suis prêt au pire. Je constate une fois de plus qu'il n'est jamais certain, le charme opère. Amilcar répond. Quand on s'appelle Barca, qu'on aime la belle mécanique depuis 3 générations
et qu'on se fout un peu des convenances et des modes, c'est ce qui arrive. Mon prénom est le fruit, dans la tête de mes parents, d'une sorte de fusion de deux épopées qui les ont fait rêver. En me nommant Hamilcar, ils savaient qu'ils allaient prononcer avec amour le nom d'une aventure mécanique du début du siècle qui les avait passionnés toute leur jeunesse, et qui nous passionne aujourd'hui, mais également qu'ils réincarnaient au travers de moi, parce qu'ils portaient ce nom de Barca, une histoire rebelle et antique dont ils tiraient un supplément de courage et usurpaient au passage une certaine fierté. À la génération d'après, la piété filiale aurait voulu que nous appelions notre fils Hannibal, dans l'espoir de le voir franchir rivières en crue et montagnes enneigées avec ses éléphants. Mais la mère d'Archibald, je veux dire Ombelle, a des ascendances romaines et n'aurait jamais pu s'occuper de ses fleurs avec Hannibal ad Portas. Alors, pour éviter une 4e guerre punique, c'est terrible la colère de Rome, comme vous le savez, et surtout le protéger d'un destin encombrant, nous l'avons prénommé plus légèrement Archibald. Archibald sans D, pour 2 raisons complémentaires. La terminaison Bal suggère naturellement pour les Barca la grandeur de Carthage et le nom de ses dieux. Alors que le Bald, si anglo-saxon, pourrait évoquer pour les esprits taquins la seule décrépitude capillaire. Enfin, ce prénom nous permettait de mettre Archibald en garde contre les causes respectives des chutes de Carthage puis de Rome, l'avarice pour l'une et l'orgueil pour l'autre, 2 penchants si naturels aux Gascons. Cette réponse avait eu sur Isor l'effet d'un puissant relaxant. Complètement détendue, elle se laissait maintenant conduire par un énergumène passionné de voitures anciennes, capable en 3 phrases de faire revivre avec légèreté l'affrontement oublié de Rome et Carthage et de tenir des propos totalement déjantés. Arrivant au pied du tilleul, la C4 apparaît, couchée au fond du fossé. Il est aussi difficile de comparer ce petit véhicule léger aux monstres d'aujourd'hui que de comparer les caravelles de colons aux porte-conteneurs modernes, ou les biplans du début de l'aviation aux A380. Nous ramenons délicatement le cycle-car sur la route et revenons à la station. Hamilcar propose à Isor d'inspecter son trésor avant de la laisser repartir. N'étant attendue à Toulouse qu'à 20h, elle accepte volontiers. Comme il ne s'agit pas de la vulgaire Peugeot de la mère Pechberti, Hamilcar a repris l'initiative. Il monte la C4 sur le pont, s'ensuit un examen minutieux, commenté à voix haute que je décide de suivre à distance, attendant le verdict dans le bureau. À première vue, rien de grave. Profitant de cet intermède, je vais préparer un café pour tout le monde à la maison avant que Isor ne reparte, et revient quelques minutes plus tard dans le bureau portant un plateau. Comme je dispose les tasses sur l'une des tables, Ombelle, un cabas sous le bras, pousse la porte extérieure. Elle est habillée d'une tenue décontractée aux couleurs vives. Son visage plein et hâlé arbore un sourire radieux. Elle a la belle quarantaine, comme l'a dit Hamilcar galamment. Un regard franc, une silhouette sportive et le geste naturellement gracieux. Je ne suis peut-être pas très objectif, mais tout en elle reflète une vie saine et le goût des choses simples. Elle porte un grand bouquet de fleurs dont je la débarrasse en l'embrassant. Ayant revu il y a peu cette cassette, j'ai redécouvert avec mélancolie notre affectueuse et profonde connivence. Après m'avoir embrassé, Ombelle, comme le font toutes les mères, s'écarte un peu pour m'admirer et, feignant l'indignation, m'attaque. « Tu es arrivé il y a des heures et tu n'es pas encore venu embrasser ta vieille mère ? Tu pensais me faire une surprise ? Mais en me faisant attendre, tu me fais vivre un supplice, de la torture même. » M'embrassant à nouveau, elle éclate d'un rire léger. « Que tu es beau. Dis donc, tu as des nouvelles de ton prochain poste ? C'est bien à Cadarache. » Je lui réponds très heureux que j'intègre la semaine prochaine l'équipe ITER. Elle marque un petit temps d'arrêt. « Dis-moi en 2 mots. Pour une fois, j'aimerais comprendre avant Hamilcar, ITER, c'est bien chemin en latin. » Un peu surpris, je cherche une réponse simple lorsqu'elle poursuit.
Tu sais bien que toutes mes plantes arborent des terminaisons latines. Tu n'imagines pas comme c'est agréable d'ajouter pour distinguer les espèces des Sempervirens, des Gracilis, des Acris, des Pudicas, parfois des Satyricums ou des Volubilis. Donc iter veut dire pour moi chemin. En quelques mots, je lui donne la signification du sigle iter et lui explique le projet qui consiste à tenter de reconstituer, en beaucoup plus petit, ce qui se passe dans le Soleil et qui produit de l'énergie, avec l'espoir de pouvoir un jour abandonner pétrole et charbon et d'être tranquille pour un moment. Pour elle, c'est lumineux, mais que peut-on contre l'inquiétude d'une mère ? Ombel réplique « Mon brillant sujet, dis-toi bien que dans la vie, on n'est jamais tranquille, même pour un moment. » Allez, je passais juste poser ça pour vous et je cours arroser. Il a fait encore très chaud aujourd'hui. Je dois aider, tu comprends mon petit monde, chaque soir à redresser ses tiges, relever et redéployer ses feuilles. La nuit pourrait autrement les achever en tombant. Je te signale que les plantes aussi ont peur du noir. Alors l'eau, c'est pour elles un peu de sang-froid. Ça les aide à se refaire avant d'affronter à nouveau les rayons du lendemain. Tout en parlant, elle remplace les fleurs du vase qui avaient plutôt mal vécu la marche persane. Je lui demande alors de me traduire le message de son beau bouquet, car avec elle, les fleurs composent, et chaque composition est unique. Elle répond « Celle-ci est très simple. C'est un mélange de clématite et de camomille. Les unes parlent de beauté intellectuelle, et les autres de constance dans l'adversité. Je les ai choisies pour toi, Archie. » Cueillant d'un geste vif les anses du cabas posées à ses pieds et qu'elle me tend, retire le gâteau du panier et fait attention, il sort du four. Allez, je me sauve. Oh, du café. Vous attendez quelqu'un ? Tout en faisant ce qu'elle venait de me demander, je lui explique, en la surveillant du coin de l'œil, que les douves de son floricastrum venaient de refaire le plein. Ombel d'un ton plus enjoué. Floricastrum, c'est joli pour mon jardin légèrement suspendu au-dessus de la route. Mais ne me dis pas qu'il y a une nouvelle épave dans mon fossé. C'est Amilcar qui doit être heureux. Surpris de voir le peu d'émotion engendrée par cet accident, je subodore une complicité assumée qu'elle dément maladroitement, mais avec des arguments imparables. Sache, misérable, que ce fossé, bien au contraire, a empêché tous ceux qui sont tombés dedans de s'écraser contre mon grand tilleul, qui, placidement, assiste à ces glissades sans jamais avoir à faire le dur. Sache de plus qu'il n'y a rien de plus triste pour un arbre que d'être un meurtrier. Aussi, pour lui, je veille à entretenir les bords de ce berceau qui, au passage, procure à ton père ses meilleurs clients, des étrangers pressés et surpris, qui payent en remerciant. Face à une association de malfaiteurs, que puis-je dire ? Entre celui qui éparpille les gravillons et celle qui transforme le fossé en berceau, il y a toutefois de quoi se poser quelques questions sur les effets de l'isolement prolongé sur des esprits surchauffés. Enfin, si tu veux rencontrer la naufragée, ne traîne pas trop. Après les horreurs que tu m'as dites, je vais réfléchir, jeune Barca. Elle sort en chantonnant, son panier vide au bras. C'est ainsi que je vois ma mère encore aujourd'hui, toujours en mouvement, musique aux lèvres. Le silence s'installe un court instant sous le tilleul. Je suis dans le bureau vide, rêveur devant mes tasses fumantes. Quelques minutes plus tard, venant de l'atelier, Amilcar entre, suivi d'Isor. Ils sont en grande conversation et portent encore les combinaisons bleues légèrement marquées par la boue du fossé. Plus rien n'existe pour eux. Ils poursuivent l'évocation de l'épopée des voitures Amilcar et en sont au Grand Prix de la Marne en 1936, lors duquel 2 Amilcar s'étaient classés respectivement à la 2e et 3e place. Profitant d'une fin de phrase, je les interromps pour demander des nouvelles du bolide. Amilcar me rassure. Tout va bien. La merveille se remet de ses émotions au garage. Elle va avoir besoin de quelques réglages, mais rien de grave. Prenons ce café avant qu'il ne soit froid. Montrant les fleurs. Tiens, des traces du passage d'Ombel ? Je le lui confirme et indique qu'elle a également porté un gâteau pour goûter. Amilcar, qui souhaite manifestement poursuivre l'échange avec Isor, enchaîne. Alors je te laisse les fleurs. Isor s'est penché sur le bouquet et constate à haute voix. C'est bien la première fois que je vois associer des clématites et de la camomille. Mélange singulier. Amilcar interrompt l'observation d'un tonitruant. Allez, café !
Isor regarde pour la seconde fois sa montre et intervient. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne voudrais pas trop tarder. Je dois être à Toulouse à 20 heures précises et entre-temps, il faut que je redevienne présentable, ce qui sera un peu plus délicat maintenant. » Tout le monde se regarde. Et Hamilcar, après une courte hésitation, reprend la parole. « Isor, on va arranger ça. Ne vous inquiétez pas, avec la Peugeot d'Archibald, vous y serez en une petite heure. » Surpris et indigné, je lui indique qu'il pourrait me demander avant de disposer aussi légèrement de mon premier bien. S'attendant légèrement goguenard à ma réaction, dans un grand geste d'apaisement, il me glisse « Du calme. Depuis le temps que tu voulais hériter de l'Hamilcar, de la C6, j'ai décidé de te l'offrir. As-tu quelque chose à dire ?» Que dire? Je suis surpris et tellement heureux. Il m'offre sans prévenir sa C6, dont j'ai rêvé depuis toujours, dans laquelle il m'a conduit sur les petites routes de Gascogne, qu'il m'a fait lustrer au retour pendant des heures, dont je connais tous les bruits, dont j'ai fait briller tous les rayons. Nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Hamilcar, s'écartant, me murmure. « Tu as appris suffisamment de choses pour savoir t'en servir, gros nigo. Je voulais te l'offrir depuis longtemps, mais je cherchais l'occasion. Voilà qui est fait. » Je jubile. Oubliant tout, je file dans la remise pour en retirer la housse et l'admirer. Je vous laisse imaginer mon excitation. C'est ce même bolide qui, sans nouvelle ride, arbore près de 35 ans de plus et nous a conduits jusqu'ici. Quand j'ai ouvert la remise attenante à l'atelier et allumé la lumière, elle est apparue, prête à partir. L'élégance même. Une capote recouvrait juste le cockpit. J'en défaisais les boutons avec précaution pour retrouver le bel acajou du tableau de bord et le cuir ambré des sièges. Vous avez été heureux de faire à bord le voyage jusqu'ici, d'en apprécier sa légèreté, d'en écouter le bruit unique, d'être grisé par sa vitesse, même si nous n'avons pas atteint sa vitesse maximale, de près de 170 km/h. Cet Hamilcar bleu est une 2 places de 1930. Sportive, légère et fiable, elle appartient encore à la catégorie des cycles-cars, qui sont dotés d'élégantes roues à rayons. Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques dizaines. La plus belle des Hamilcars fut produite peu après. Nommée Pégase, elle portait fièrement un cheval ailé sur le bouchon du radiateur. Ce roadster splendide et rutilant ne fut construit qu'à quelques exemplaires. Ce fut le dernier modèle de cette firme. Il marqua la fin d'une très belle aventure. À ce moment-là, je retrouve avec émotion l'objet de toutes les attentions d'Hamilcar. Elle est là, prête à partir, et je n'ai qu'une envie, la mettre en route. J'en fais plusieurs fois le tour, ouvre le capot, m'assieds au volant, et me prends à rêver sans voir le temps passer. J'ai laissé seul Hamilcar et Isor, et c'est en visionnant l'enregistrement, près de 40 ans plus tard, que j'ai savouré leur dialogue, suivi la première rencontre d'Isor et d'Ombel, et l'arrivée de 2 autres naufragés que nous allons revivre maintenant. Rendez-vous à l'épisode 6. Pour retrouver les autres épisodes d'Hamilcar de Traukeseg, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous les avez aimés, partagez-les autour de vous.